général, je donne la parole à Monsieur Éric Coquerel pour un temps de 10 minutes. Bonjour. Bien, chers amis, chers collègues, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les députés, le plan de loi de finances que le gouvernement soumet à nos suffrages aujourd'hui est un budget extrémiste. Il porte en effet la marque de l'extrême libéralisme. Dire qu'il est en faveur des riches n'est pas vraiment exact. Il est le budget des ultra-riches. C'est en effet le 1% des Français les plus riches qui captent la très grande partie de vos cadeaux fiscaux. C'est plus particulièrement les détenteurs de la rente capitaliste qui vont ainsi s'enrichir toujours plus. Je vous invite à le vérifier ensemble. Baisse de l'ISF, 3,5 milliards. Instauration du prélèvement forfaitaire unique, ce qu'on appelle la flat tax et qu'on ferait mieux d'appeler la gaffe tax pour les riches, 1,5 milliard. Abandon de la taxe sur les dividendes, 1,8 milliard. Abandon de la taxe sur les transactions financières aux intradays, 2 milliards. Suppression de la dernière tranche de la taxe sur les salaires, 150 millions. Si vous avez sorti votre calculette, vous apercevrez que ça fait exactement 9 milliards. 9 milliards pour les plus riches et l'aumône pour les 9 millions de pauvres que compte ce pays. Voici la preuve par 9 de votre politique en cette journée qui suit la journée de la misère hier. Ne vous en déplaise, elle n'a rien de neuf. Monsieur le ministre Le Maire, qui n'est pas là, mais au moins a un grand mérite, je trouve, c'est d'assumer pleinement sa politique. Il l'a répété tout à l'heure. Je cite un interview du Monde. Vous préconisez d'alléger les prélèvements sur le capital pour financer notre économie, c'est-à-dire les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Oh, c'est une vieille politique. C'est la reprise du théorème de Schmitt, prénom Helmut, le chancelier, énoncé voici 43 ans, le 3 novembre 1974, quasiment avec les mêmes mots. Le problème, c'est qu'on en connaît le résultat sur le vieux continent. Les profits ont certes bien explosé, les investissements ont stagné, voire baissé, et le chômage a grimpé à un niveau historique. Cette politique appliquée sur notre continent n'a pas seulement des conséquences sociales et environnementales. À force de purges d'austérité, de dérégulation, de contournement de la souveraineté populaire, de mise en concurrence généralisée entre les peuples et dans les peuples au seul service de la rente capitaliste, elle fissure aujourd'hui la cohésion et le consentement national dans plusieurs pays européens, à l'image de ce que nous voyons en Espagne avec la crise catalane. Oh, je sais, vous nous dites « et l'Allemagne ». Oui, regardons l'Allemagne, mais sans vos yeux de chimène. En réalité, l'austérité, la baisse des dépenses publiques, la déflation salariale a mis l'Allemagne à genoux au début des années 2000. Seule une politique d'exportation agressive adossée à un euro fort qui empêche toute réaction des pays importateurs explique la relative réussite économique de l'Allemagne si on met à part les millions de travailleurs pauvres. C'est cela et la soumission honteuse des gouvernements français successifs que vous perpétuez, notamment à travers l'affaire Alstom, qui autorise sa domination économique dans l'Union. Curieusement, il est un pays que vous ne citez jamais dans la comparaison, toujours en notre défaveur, que vous nous invitez à faire. Je parle évidemment du Portugal. Il est vrai qu'il prouve exactement l'inverse de vos dogmes libéraux, puisque la hausse des salaires, des retraites, des allocations chômage, l'arrêt des privatisations, le rétablissement des 35 heures dans la fonction publique, une taxe sur les banques, toute chose qui a été appliquée depuis un an au gouvernement au Portugal, ont entraîné un redémarrage sans précédent de la croissance, le recul du chômage, des déficits publics et commerciaux. À vous entendre, ce serait par contre une politique nouvelle en France, même quasi révolutionnaire, pour reprendre le terme d'un livre jupitérien récent. Je vous invite, chers collègues, à la prudence avec cette manière de faire table rase du passé. Sur le temps long, c'est la même politique de l'offre qui est appliquée. Et elle a vu le rapport capital-travail se faire toujours dans le pays en faveur du premier au détriment du second. Les chiffres de l'INSEE sont sans équivoque. En 35 ans, c'est 7 points de la valeur ajoutée qui a été versée au profit des dividendes, les revenus du travail en perdant quasiment autant. Cela fait environ,
à franc constant 150 milliards par an qui partent vers les revenus du capital, en plus par rapport à la situation il y a 30 ans, alors même que, contrairement à ce que vous affirmez, la richesse nationale, elle, n'a pas cessé de croître. Et ce n'est pas le CICE de François Hollande qui vous aura largement facilité le travail, je parle là de François Hollande, qui va nous persuader du contraire. Près de 100 milliards en 4 ans pour 100 000 emplois créés ou sauvegardés, au mieux, là où le MEDEF en promettait 1 million. Doit-on vous rappeler que déjà à l'époque, vous parliez de relance de l'investissement productif en échange de ces cadeaux sans aucune condition. Je parle de la majorité précédente, mais qui pour partie est la même qu'aujourd'hui. Et de toute façon, vous proposez de prolonger le CICE encore 1 an avant de le rendre définitif en le transformant en exonération, ce qui, lui aussi, contribuera là aussi à l'accumulation de la rente. Alors je vous entends. Il faut alimenter le capital, dites-vous. Il manquerait d'argent. Ah bon, mais où ça? La France est recordman d'Europe des dividendes. Elle est le 3e pays au monde en millionnaires derrière les États-Unis et le Japon. Elle est 7e au rang mondial et 3e en Union européenne pour les investissements étrangers. Alors je peux vous dire tranquillement, le capital n'est pas malheureux dans ce pays. Vous nous dites, tout le monde va profiter de ce budget. C'est faux, entièrement faux. Parce que si vous abaissez directement l'imposition des riches de 9 milliards, pour les autres, c'est un jeu de bonneteau sans vrai gagnant. Tout d'abord, les hausses d'impôts sont immédiates via celle de la CSG, alors que la taxe d'habitation disparaîtra en 3 ans et les cotisations seront allégées en 2 fois. Ensuite, vos cadeaux sont un jeu de dupes. Prenons le transfert des cotisations sociales sur le salaire net, une idée que vous avez empruntée à Mme Le Pen, la première à l'avoir énoncée pendant la campagne présidentielle. C'est en réalité du salaire socialisé que vous prenez à l'ensemble des salariés via la fiscalisation rampante des cotisations. Bref, vous donnez aux salariés ce que vous leur prenez dans l'autre poche. Il y a même ceux qui perdront de suite, car exonérés de la taxe d'habitation, puisque les 20% les plus défavorisés sont exonérés, et non concernés par la baisse des cotisations, comme les retraités. Tout juste accordez-vous quelques mesures de charité aux très pauvres, vous les mettez beaucoup en avant, mais on s'aperçoit qu'en général, c'est un vaste communicant, c'est de l'argent que vous prenez sur les un peu moins défavorisés, mettant de cette manière des Français les uns contre les autres. Même votre taxe carbone est injuste, puisque pénalisant les seuls particuliers et ne taxant ni les entreprises les plus polluantes, ni le kérosène dans les avions. Côté recettes, le PLF va donc renforcer les inégalités, puisque le nouveau tiers-État, c'est cynique, c'est feignant, c'est jaloux, c'est envieux, va devoir porter le fardeau toujours plus lourd des nouveaux privilèges de l'argent. D'ailleurs, vos mots ne trompent pas. Vous parlez taxation, confiscation, jamais redistribution, qui est la fonction même de l'impôt. C'est ce que nous voulons remettre en vigueur dans l'avenir en commun, dont plusieurs amendements portent la trace. Un impôt sur le revenu réparti en 14 tranches, la baisse de la TVA, l'impôt universel permettant à nos concitoyens partis à l'étranger de participer à la solidarité nationale en payant la différence d'impôt si celui du pays d'accueil est moindre, comme le font les États-Unis, mais comme aussi le vivent nos députés européens. C'est aussi non seulement le budget le plus inégal et injuste de la Ve République, c'est aussi le plus austère. 15 milliards en moins, dont les ministères qui correspondent aux domaines dont les Français s'inquiètent le plus, à juste cause. Logement, 1,8 milliard, emploi, 1 milliard, santé, 4,2 milliards. Et les collectivités territoriales, 2,8 milliards de moins. Pas une baisse, dites-vous, Monsieur Darmanin, en commission. Vous parlez de moindres dépenses supplémentaires. Je ne sais pas s'il y a un humour au second degré derrière cette affirmation, mais malheureusement, il est peu apprécié par toutes les associations et fédérations d'élus locaux qui sont vent debout contre votre réforme. À la clé, on peut prévoir 120 000 suppressions de fonctionnaires, dont 70 000 dans les territoriaux, alors même que les besoins sont criants partout. En tout, en 5 ans, vous nous proposez une purge de 80 milliards de baisse de dépenses publiques. 80 milliards qui vont manquer à l'économie française. Parce que, faut-il vous le rappeler, la dépense publique est aussi une recette dans le PIB. Entre 2012 et 2016, le pays serait d'ailleurs rentré en récession si la dépense publique n'avait pas remplacé un marché privé atone. C'est ce feu de l'activité économique que vous voulez encore baisser aujourd'hui et qui pourrait justement nous empêcher de profiter des effets du rebond cyclique de l'économie mondiale. Enfin, tordons le cou à l'un de vos contrefeux. Non, il n'y aura pas un grand plan de 57 milliards d'investissements, mais 24, moitié moins soit que les promesses d'Emmanuel Macron.
une fois retiré le redéploiement de crédits existants, la mise à disposition d'instruments financiers, etc. Chers collègues, au cours de ce débat, nous espérons convaincre le plus grand nombre d'entre vous de sa nocivité et du bien-fondé de nos amendements. L'article 40 nous empêchant de faire toute la démonstration que nous aurions voulu, nous présenterons un contre-budget le 2 novembre. Mais il y a un autre carcan, plus grave encore. Après avoir obéi à Bruxelles et à Berlin, en dérégulant toujours plus le marché du travail avec vos ordonnances, vous soumettez les intérêts du pays à la règle d'or des traités de l'Union européenne. Je vous demande de conclure, Monsieur Coquerel, s'il vous plaît. Voici les raisons de la trajectoire d'austérité qui compose le programme de finances publiques 2018-22 et que nous défendrons ce week-end à Lisbonne lors du sommet du plan B. Merci, Monsieur Coquerel. Nous avons dépassé le temps qui vous est imparti et j'aimerais qu'on le respecte cet après-midi. Non, on va finir là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous continuons la discussion générale.